Salut, moi c'est Laurane, je suis tutrice de biostat et je vais vous faire une vidéo sur les méthodes d'analyse en biologie moléculaire. Donc cette année, vous avez vu les 4 principales méthodes d'analyse des acides nucléiques. Donc les acides nucléiques, c'est-à-dire les macromolécules d'ADN ou d'ARN. Avant de pouvoir analyser l'ADN, il va falloir l'extraire. Donc on va d'abord utiliser des protéases pour digérer toutes les protéines. Et ensuite on va faire une chromatographie par échange d'ions. Donc il y a des charges positives qui vont retenir les charges négatives présentes sur l'ADN du fait des phosphates, ce qui va nous permettre de récupérer uniquement l'acide nucléique. Donc la première méthode que vous avez vue, c'est l'amplification élective par PCR. Donc pour cette méthode, il faut avoir des bases déjà sur ce que sont les ADN polymérases ADN dépendantes. Donc les ADN polymérases, elles vont créer de l'ADN, il ne faut pas les confondre avec les ARN polymérases qui créent de l'ARN. Elles sont ADN dépendantes parce qu'elles se basent sur une matrice d'ADN, tandis que lorsqu'elles seront ARN dépendantes, elles vont se baser sur une matrice d'ARN. Pour fonctionner, l'ADN polymérase, elle va se baser sur une matrice simple brin qu'on aura obtenue par dénaturation et elle va utiliser une amorce d'ADN ou d'ARN qui sera complémentaire et antiparallèle à ce brin matrice. Donc ensuite, l'ADN polymérase va venir reconnaître cette amorce et elle va pouvoir utiliser des désoxynucléotides puisqu'on va créer de l'ADN et faire la synthèse, les assembler de la partie 5' vers la partie 3'. On obtient donc un brin complémentaire qui pourra lui-même être utilisé pour créer un nouveau brin complémentaire et ainsi on augmente le nombre d'ADN qu'on a et on va passer d'un petit échantillon à un plus grand échantillon et ce sera donc plus facile pour les analyses. Pour l'amplification élective par PCR, on commence par une dénaturation, c'est-à-dire une séparation des deux brins d'ADN qui se fait à 94 degrés. Ensuite, on va faire une hybridation à 60-65 degrés. Donc on va hybrider une sonde pour permettre de repérer le fragment. Donc pour cela, il y aura de la radioactivité ou de la fluorescence sur le brin complémentaire. Ensuite, la température va réaugmenter aux alentours de 72 degrés pour pouvoir faire la synthèse qu'on a vue précédemment. Donc cette synthèse, elle se fait à 72 degrés parce que c'est la température de fonctionnement idéale de l'enzyme TAC, qui est une enzyme thermorésistante qu'on va utiliser dans les PCR parce qu'elle va résister aux différents changements de température qu'on a pu voir. Et on n'aura donc pas besoin de la changer à chaque cycle, comme ça aurait été le cas avec une autre enzyme. Donc on a vu que pendant un cycle, on partait d'un unique brin et qu'on allait en créer un nouveau, le doubler. Donc on a un facteur d'amplification de 2. Et à chaque nouveau cycle, chacun des brins créés va pouvoir être doublé à son tour. D'où le fait d'avoir un facteur d'amplification théorique, parce qu'il peut y avoir des erreurs, des loupés, de 2 puissance n, avec n le nombre de cycles. La deuxième méthode d'analyse qu'on va voir, c'est la détection de mutations par PCR et enzymes de restriction. Donc déjà, on va voir qu'est-ce que c'est les enzymes de restriction. Donc il faut savoir que chacun des nucléotides est séparé par des liaisons phosphodiester qui sont hydrolysables grâce à des nucléases. Les nucléases, il en existe deux types. Les exonucléases qui coupent les nucléotides aux extrémités des acides nucléiques. Et ensuite les endonucléases qui vont couper au milieu des chaînes. Dans les endonucléases, elles peuvent être soit non spécifiques et couper n'importe où, soit spécifiques et couper une séquence particulière. Ces endonucléases spécifiques, ce sont des enzymes de restriction. Elles vont reconnaître des séquences palindromiques, c'est-à-dire qu'on peut les lire dans les deux sens de la même manière, et elles vont couper à ces endroits-là. Les enzymes de restriction, elles ont deux modes de fonctionnement. Soit elles coupent en plein milieu de la séquence palindromique, donc on va obtenir des extrémités franches, ce sera coupé en même endroit face à face sur les deux brins d'ADN. Soit elles vont couper de manière symétrique, donc on va avoir par exemple 2 nucléotides d'un côté et 4 de l'autre. Et donc en fait, ça va être inversé entre les deux brins puisque les côtés 3' de chacun des brins sont à des pôles inversés. Et ce sera donc des extrémités cohésives. Pour détecter les mutations, on commence par extraire l'ADN, puis on l'amplifie et enfin on fait une digestion à l'aide des enzymes de restriction. Les résultats, on les a sous forme d'électrophorèse et quand il y a une séquence palindromique, les enzymes de restriction vont donc couper le double brin et on aura donc 2 niveaux sur l'électrophorèse qui correspondent au poids moléculaire des 2 brins, des 2 fragments qu'on aura obtenus. Alors que s'il y a une mutation, la séquence palindromique ne sera plus reconnaissable par les enzymes de restriction. Elle ne coupera plus. On aura donc un unique fragment, donc un unique niveau sur l'électrophorèse qui correspondra donc au poids moléculaire entier de l'échantillon. Si jamais on observe 3 niveaux sur l'électrophorèse, ça signifie que l'individu est hétérozygote. Donc il a un allèle sur lequel on peut avoir la séquence palindromique, donc qui sera coupée en 2,
et l'autre sur lequel elle ne s'y trouve pas, donc il y a une mutation, et là ce ne sera pas coupé, donc on aura également le niveau du fragment entier. Après ça peut aussi être l'inverse, ça peut être la mutation qui induit l'apparition d'une séquence palindromique, donc il faut faire attention à ça. La troisième méthode, celle qui va permettre d'étudier l'ARN, puisque précédemment, les méthodes qu'on a vues, elles ne fonctionnaient que sur l'ADN. Pour ça, il va falloir obtenir le brin complémentaire au brin d'ARN étudié. Donc pour ça, on prend un ARN messager, on prend une amorce, et puis on va avoir besoin d'une ADN polymérase, puisqu'on synthétise de l'ADN, ARN dépendante, puisqu'on se base sur une matrice d'ARN. Donc l'ADN complémentaire de la matrice d'ARN va pouvoir ensuite être utilisé en PCR pour être amplifié et obtenir un grand échantillon d'ADN qui correspond à l'ARN que l'on veut étudier. La dernière méthode que vous avez vue, c'est celle du séquençage. Donc le séquençage qui permet d'obtenir la suite de nucléotides que l'on trouve dans un fragment d'ADN. Donc pour ça, on a besoin d'un fragment d'ADN simple brin amplifié, d'amorce, d'ADN polymérase, puisqu'on synthétise l'ADN, ADN dépendante, puisqu'on se base sur une matrice d'ADN. On va aussi avoir besoin de désoxynucléotides et de didésoxynucléotides. Et donc l'ADN polymérase, ADN dépendante, elle va utiliser les 99% de désoxynucléotides et les 1% de didésoxynucléotides pour synthétiser des brins complémentaires du brin matrice d'ADN. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les didésoxynucléotides, ils sont désoxydés en 3', donc ils ne pourront pas créer de liaison covalente avec la base suivante, et donc ils vont terminer la chaîne. Et en fait, à force de créer des brins complémentaires, on va obtenir des chaînes terminées à toutes les bases différentes du brin matrice, et c'est ce qui va permettre en fait de les identifier. Et donc quand on va passer en chromatographie nos différents fragments, on va avoir un premier fragment qui a été terminé dès sa première base par un didésoxynucléotide qui va migrer donc le plus loin. Le deuxième fragment aura été terminé au bout de sa deuxième base par un didésoxynucléotide, va migrer un peu moins loin, etc. jusqu'à la fin du brin matrice qu'on avait au départ. Et en fait, ça va permettre d'identifier les différentes bases puisque chacun des didésoxynucléotides a été marqué de manière différente par fluorescence.